bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Lieutenant-colonel Romain. Capitaine de frégate Jean-Baptiste. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit en accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain, leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France. Votre poste aujourd'hui, il consiste en quoi ? Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Coopération, le podcast de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Alors une fois n'est pas coutume, c'est le coopérant qui est venu jusqu'à nous, qui a traversé l'Atlantique, puisque nous sommes en présence du lieutenant-colonel Sébastien. Mon colonel, bonjour. Bonjour Jean-Raphaël. Et alors vous venez, si je ne m'abuse, du Mexique et plus précisément de sa capitale, c'est bien ça ? C'est exactement ça, je viens de Mexico. Très bien. Bon, écoutez, je ne suis pas persuadé que la météo soit exactement identique à celle que vous avez en ce moment sur Paris au moment de cette interview. J'en suis désolé. Effectivement, le temps est un peu frais à Paris par rapport à ce qu'il est actuellement au Mexique. Bon, écoutez, on va en profiter pour se réchauffer avec cette interview et comprendre un petit peu ce que vous faites aujourd'hui au Mexique depuis pratiquement 2 ans. Alors, pour commencer, bien évidemment, est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu votre parcours professionnel et ce qui vous a conduit, vous, à devenir coopérant au Mexique ? Bien, donc j'appartiens à l'arme des troupes de marine. J'ai commencé ma carrière militaire au 1er régiment d'infanterie de marine, une carrière somme toute assez standard pour quelqu'un servant sur les blindés. S'est posé un jour la question, après avoir fait un séjour déjà en Afrique, à Djibouti, de la nature des séjours que j'allais pouvoir faire et de comment j'allais pouvoir contribuer à mon moindre niveau, à faire mon travail. Je me suis donc porté volontaire une première fois pour faire de la coopération. J'ai eu la chance et l'honneur de faire de la coopération au Togo, en étant tout d'abord conseiller auprès du Centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix du Togo, puis en parallèle conseiller du chef d'état-major de l'armée de terre togolaise. Retour, j'ai été affecté à Paris, où j'ai pu partager les bonnes recettes, ou du moins ce que j'avais appris sur la coopération et le partenariat militaire opérationnel. Et maintenant, depuis 2 ans, je suis au Mexique, où je suis en qualité de coopérant militaire technique auprès du Centre d'entraînement conjoint aux opérations de maintien de la paix du Mexique. Alors justement, on va rentrer un peu plus dans le détail plus tard sur ce centre d'entraînement, le fameux CECOPAM. Quelle est, d'un point de vue pour l'instant global, en tant que coopérant, votre mission principale auprès des forces armées mexicaines ? Ma mission comporte 2 volets. Tout d'abord, j'apporte une expertise française dans la préparation d'une unité mexicaine qui souhaite se déployer en opération de maintien de la paix, une compagnie génie en l'occurrence. Ça, c'est le premier volet et c'est le plus important. Le deuxième volet, qui est à peine moins important, en fait, c'est toute la partie enseignement du français en milieu spécialisé. Comment ça se traduit concrètement, votre rôle dans la préparation des déploiements en opération de maintien de la paix ? Alors, mon rôle se traduit de 2 manières. Je suis instructeur pour les cours ONU au profit de l'armée mexicaine, que ce soit des cours au profit d'observateurs, au profit d'officiers d'état-major. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je donne des cours de français adaptés aux opérations de maintien de la paix auprès de l'armée mexicaine. Le but étant de leur permettre un jour de s'engager aux côtés d'unités françaises ou francophones en opération. Alors, juste pour comprendre, mon colonel, dans cette formation, une formation militaire, pourquoi il y a cette spécificité de formation aux opérations en maintien de la paix ? C'est particulier par rapport à une formation militaire, j'ai envie de dire, entre guillemets, classique. Donc en fait, la présence du coopérant que je suis actuellement au Mexique est tout d'abord liée à une demande du pays qui a souhaité bénéficier d'un appui de la France dans la formation de ses troupes. La formation en elle-même aux opérations de maintien de la paix est spécifique en ce sens où elle prend en compte une intervention dans un pays étranger avec des standards qui sont internationaux et qui sont validés par l'intégralité du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a donc toute une partie respect du droit, irréprochabilité des troupes qui doit être travaillée,
manière de travailler qui est commune à l'intégralité des pays membres qui sont déployés et qui fait qu'on doit apporter cette petite formation un peu spécifique au profit d'une armée partenaire. Pour aller toujours là-dedans, mon colonel, ça veut dire qu'il y a des standards aussi qui vous sont fournis par les Nations Unies en termes de formation? Tout à fait. Les cours des Nations Unies sont des cours qui sont normalisés. Ce sont des cours d'ailleurs qu'on trouve en ligne, qui nécessitent un peu de travail effectivement, parce qu'ils sont un petit peu différents de ce que l'on fait en France, sur des petits points de détail, même si l'esprit est exactement le même. Mais oui, les Nations Unies fournissent l'intégralité des ressources et des matériels pour pouvoir former les contingents de la même manière, quelle que soit leur nationalité. Et alors, on va venir sur le français. On parle des Nations Unies, vous parlez d'un standard en fait des Nations Unies en termes de formation. C'est quoi la French Touch par-dessus? Qu'est-ce que vient apporter l'expert français justement dans cette formation? L'expérience, le fait que ces opérations de maintien de la paix, notamment, les Français y participent depuis de très nombreuses années? Je ne sais pas, c'est une question. Alors, je pense que la France et l'expert français sont en mesure d'apporter des choses un petit peu diverses. La première, c'est effectivement le fait que depuis de nombreuses années, la France participe aux opérations de maintien de la paix, en particulier au Liban, dans le cadre de la FINUL. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et c'est quelque chose qui est particulièrement apprécié par nos partenaires, c'est le côté combat proven, ou du moins rompu aux opérations des soldats français, qui fait que aujourd'hui, le soldat français est capable de couvrir un spectre d'opérations assez large, du maintien de la paix jusqu'à la coercition. Et en fait, c'est cette réversibilité qui intéresse nos partenaires, parce que nous offrons finalement une expérience et une expertise assez large qui permet de basculer de l'un à l'autre assez facilement. Vous avez rapidement abordé la partie des cours de français, qui est une de vos missions. Il y a eu une modernisation récemment de ce programme. Quels sont les objectifs de cette modernisation? Quelles sont les retombées attendues de cette formation? Effectivement, le cours de français tel qu'il est conduit actuellement au Mexique a été profondément modernisé. En fait, l'idée de base était de le rendre directement exploitable au profit de tout le monde, allant de la troupe jusqu'aux officiers, dans un cadre d'opération de maintien de la paix. Très concrètement, aujourd'hui, après 15 jours de stage, les stagiaires, sans parler complètement le français, parce que ça reste quand même un enseignement qui peut être un peu compliqué, sont capables d'interagir avec une population francophone dans le cadre d'une patrouille, d'une recherche de renseignements, d'un recueil de besoins des populations qu'ils vont rencontrer, que ce soit d'un point de vue sanitaire, éducation, nourriture. C'était la profonde modernisation de ce stage qui a rencontré un très vif succès au sein de l'armée mexicaine et qui commence à rencontrer aussi un succès dans les autres pays, puisque lors des assemblées annuelles des pays disposant d'un centre de maintien de la paix, le Mexique a fait part de la réussite de ce stage. Et maintenant, ce sont d'autres pays comme la Colombie, depuis déjà 6 mois, mais aussi peut-être l'Équateur qui commence à en parler, qui demandent aussi à bénéficier de ce stage. Ça m'amène d'ailleurs justement une question par rapport à ça, mon colonel. Nous avons interviewé il y a quelques mois le coopérant au Cambodge, qui était dans un centre aussi de préparation aux opérations de maintien de la paix. Et vous venez d'aborder des pays d'Amérique du Sud. Vous avez des relations avec ces autres centres pour discuter, vous, entre coopérants, sur ce type de mission, qui est une mission particulière? Oui, alors il faut savoir qu'actuellement, en Amérique latine ou Amérique du Sud, nous sommes 2 coopérants français. L'un se trouve au Brésil, l'autre se trouve au Mexique, moi-même. À nous deux, nous couvrons la quasi-intégralité du continent. Et en fait, d'une part, nous échangeons beaucoup. Et ensuite, à titre personnel, directement, moi, je suis en contact désormais avec tous les chefs de centre d'Amérique latine hispanophones qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'un stage ou qui souhaitent plus simplement se rapprocher un petit peu de la France et bénéficier de nouveau d'un appui de la France. Alors, vous venez de parler de centre à l'instant et on l'a abordé très rapidement au début de ce podcast, donc le CECOPAM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Le CECOPAM, ou Centre d'entraînement conjoint aux opérations de maintien de la paix du Mexique, est un centre qui finalement est assez jeune. Il a été décidé en 2018 par l'ancien président mexicain, créé, inauguré en 2020. C'est le centre qui est en charge, pour une partie de l'Amérique latine, de former les contingents et les individuels qui sont appelés à se déployer en opération de maintien de la paix, que ce soit principalement la MINURSO, la mission des Nations Unies au Sahara occidental, ou les missions en Afrique. Qui est leader de ce centre et
qui sont les stagiaires? Est-ce que ce sont des Mexicains? De quel type d'armée? Ou est-ce qu'il y a aussi des pays limitrophes qui viennent se former? Alors prioritairement, le CECOPAM forme les soldats et les militaires de l'armée de terre et de l'armée de l'air, puisqu'ils sont regroupés en un seul et même ministère, ainsi que des marins qui sont, eux, dans un ministère à part au Mexique. À chaque stage, une offre est faite aux pays voisins pour participer aux différents stages. J'ai vu passer des Dominicains, j'ai vu passer des Brésiliens, j'ai vu passer des Uruguayens, des Colombiens en stage au CECOPAM depuis que j'y suis, en fait. Ces stagiaires étrangers, quand ils viennent, participent aussi aux cours de français? Alors pour l'instant, le cours de français, mais c'est une décision des Mexicains, est surtout réservé à leurs propres soldats. J'ai eu une fois un stagiaire étranger, mais c'était vraiment le cas exceptionnel. Il s'était inscrit à ce stage et les Mexicains n'avaient pas pu valider ou invalider sa candidature en amont. Vous, quelle est votre place, mon colonel, au sein du CECOPAM? Alors j'ai une place qui est vraiment très particulière au sein du CECOPAM, puisque je n'appartiens pas à la chaîne hiérarchique du centre. Je n'occupe pas réellement de position dans l'organigramme hiérarchique du centre. Je suis le conseiller du chef de centre et je suis un instructeur invité spécialisé français. Conseiller du chef de centre, c'est quoi votre spectre de mission là-dessus? Là-dessus, je guide le chef de centre pour la conduite de certains stages. Je lui fais des propositions. Nous avons évoqué tout à l'heure le stage de français technique qui a été profondément rénové. Je suis en train de poursuivre avec le chef de centre 2 nouveaux projets. Le premier, c'est de conduire à terme, sans doute en 2026, un stage de formation de formateurs ONU en langue espagnole, quelque chose qui n'existe pas réellement encore sur le continent américain latin. Et un deuxième projet qui est de créer un nouveau stage de français technique d'un niveau intermédiaire, puisque le premier étant d'un niveau basique, qui permettrait peut-être à 2 postes de commandement, un Mexicain et un francophone, de travailler conjointement. Pour revenir sur cette formation en espagnol, vous êtes bien évidemment de facto leader sur cette formation en français, mais vous venez apporter aussi votre pierre à l'édifice sur cette formation des cours ONU en espagnol. Exactement, exactement. Lorsque je donne un cours ONU en espagnol, j'essaye d'y apporter ce petit supplément d'âme de soldats et d'officiers français qui a connu quelques opérations et qui donc peut aussi éclairer la formation avec son expérience personnelle. Aujourd'hui, vous pouvez déjà nous parler de premières réussites de cette participation française à ce CECOPAM et des défis qui peuvent être rencontrés et puis des défis futurs? Alors, les vraies réussites des cours au CECOPAM, la première réussite, elle est très clairement aujourd'hui sur le cours de français technique qui a été modernisé. J'en veux pour preuve cette volonté croissante de la part des officiers mexicains d'apprendre le français. En fait, ils s'intéressent de plus en plus au français et nous sommes en train de les emmener vers le passage d'examen de français, leur permettant un jour, peut-être, pour certains, de servir en France ou de se retrouver un peu comme moi en échange avec la France. Les défis, le plus grand défi est la persévérance dans le temps. Il me reste encore 1 an à effectuer au Mexique, avec joie d'ailleurs. Tout ce que je vais mettre en place sera suivi sans doute par celui qui me suivra. Le vrai défi est que le partenaire mexicain continue à vouloir continuer à travailler avec la France, continue à vouloir progresser en bénéficiant de l'expertise française. Parce que tous ces projets sont des choses qui se font dans le temps long et qui nécessitent d'une part un peu de temps pour la mise en place et ensuite un peu de temps pour les roder et les rendre complètement efficaces. Moi, j'interprète aussi ça et je vois ça à mon niveau, mon colonel. Enfin, ce défi qui n'en est pas forcément un, puisque l'expertise française, elle est reconnue. Vous devez vous inscrire dans ce paysage de la formation mexicaine. Vous devez vous rendre indispensable, entre guillemets. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis le seul instructeur étranger à demeure dans l'armée mexicaine et au centre d'entraînement conjoint aux opérations de paix. Comment ça s'inscrit, en fait, cette formation au CECOPAM? On a dit qu'il y avait quelques pays étrangers qui venaient. Donc, bon, la coopération franco-mexicaine dans les domaines des opérations de maintien de la paix, je le comprends. Est-ce que ça s'inscrit dans un domaine plus large en Amérique latine? Est-ce que vous arrivez à l'inscrire dans un domaine plus large? Alors, pas encore. Nous sommes surtout dans les prémices de cette coopération. Il y a une vraie demande de France, une vraie envie de France chez nos partenaires d'Amérique latine. Il est impressionnant de voir qu'aujourd'hui, ils cherchent à se rapprocher un petit peu de l'Europe et au passage de la France, qui est reconnue pour de nombreuses choses, et des armées françaises qui sont aussi reconnues. Nous en sommes encore, j'estime, au début. Les armées d'Amérique latine ont envie de bénéficier de cette expertise française et d'échanger avec les armées françaises.
Pour remettre sous le prisme du CECOPAM, vous pensez que les opérations françaises sous des mandats ONU, comme il y a eu notamment en Asie, comme il y a eu pendant de nombreuses années en Bosnie et Herzégovine notamment, et puis évidemment au Liban depuis la fin des années 70, est-ce que c'est quelque chose qui compte, qui marque ces armées, et est-ce qu'ils se disent, les Français, ils savent ce que c'est? Je pense que oui, effectivement. Je pense que nos partenaires regardent exactement ce que nous avons fait en opération de maintien de la paix, mais pas uniquement en opération de maintien de la paix aussi. Et nous estiment pour nos réussites, notre capacité à nous engager, notre capacité à tenir dans la durée. La FINUR est quand même un très bel exemple avec le plus gros détachement français qui se trouve déployé là-bas. Et ça, ils l'admirent. Je ne vais pas dire que c'est un modèle, ce serait un peu ambitieux, mais c'est un guide dans ce qu'ils voudraient faire, être capable de faire un jour. J'avais une question sur les bénéfices mutuels. Je comprends maintenant ce que la France, par votre intermédiaire, apporte aux militaires mexicains. De manière très triviale, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on y gagne, nous? On y gagne un allié dans cette zone-là, on y gagne un partenaire, on y gagne des forces armées avec qui l'on sait se parler, avec qui l'on s'entend, avec qui on se connaît, et donc avec qui potentiellement un jour on pourrait s'engager dans une opération de maintien de la paix, dans une opération peut-être un peu plus importante. Quels sont vos prochains objectifs, mon colonel? Est-ce que sur votre prochaine année de mandat au Mexique, vous avez des projets particuliers que vous aimeriez porter? Je l'ai rapidement évoqué précédemment. En fait, je suis en train de terminer de monter au profit de l'armée mexicaine un stage effectivement de formation de formateurs ONU en langue espagnole, stage pour lequel, en accord avec eux, je vais essayer d'obtenir une certification de l'ONU. J'ai pour projet aussi de monter ce stage. Alors pour le coup, je ne le verrai sans doute pas aboutir parce que c'est toujours un petit peu long, mais de monter un stage de formation intermédiaire aux Français plutôt tactique au profit de l'armée mexicaine. Je vais continuer aussi à m'engager parce que pour le coup, le contact a été repris avec l'école des langues de l'armée mexicaine. Je vais continuer à m'engager à leur profit en favorisant l'apprentissage des langues, en continuant à aller les voir pour leur expliquer un peu comment fonctionne la France et comment fonctionnent les armées françaises. C'est déjà pas mal. Pour terminer sur une partie un petit peu plus personnelle, mon colonel, vous disiez que vous aviez déjà vécu une première coopération internationale au Togo. Et là, maintenant, de l'autre côté de l'océan au Mexique, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, cette mission à l'international, cette coopération? Est-ce que le lieutenant-colonel Sébastien, il change, il évolue sur ses missions et est-ce qu'il revient un peu changé? Alors oui, inévitablement, on revient un petit peu changé puisque le gros avantage, le grand intérêt de ces missions de coopération, c'est qu'on est immergé au sein de l'armée étrangère. Donc, on commence à vivre un peu à leur manière, on commence à adopter certaines de leurs coutumes, on prend le temps d'échanger, on prend le temps de se faire des amis aussi étrangers, ça c'est très important. On découvre leur manière de travailler. À mon sens, c'est, je pense, une des plus belles missions qu'on puisse confier à un officier, de se retrouver seul dans un pays étranger, à représenter son pays, ce qui est déjà une grosse responsabilité, mais auprès d'une armée étrangère, en cherchant à vivre avec eux, en cherchant à les comprendre, pour nouer ces relations d'amitié qui nous dépassent largement. Qu'est-ce que vous passeriez comme message à un officier qui se pose la question, qui envisage peut-être de s'engager dans une mission de coopération internationale? Mon premier mot serait de lui dire de foncer, bien évidemment, parce que c'est une mission qui est splendide et qui est merveilleuse, qui crée de nombreuses joies et satisfactions. Je lui dirais aussi que naturellement, il est légitime de s'inquiéter un petit peu avant la première mission, savoir si on est fait pour ça ou si ça peut bien se passer. Les choses se passent bien, nous sommes bien formés pour ceci et nous avons vraiment quelque chose à apporter et on en revient vraiment et profondément changé personnellement, familialement, parce que bien souvent on peut y emmener sa famille et c'est une vraie richesse. La dernière question que je pose à chaque fois à tous les coopérants, mon colonel, est-ce que vous êtes un coopérant heureux? Je pense que ça s'entend dans ma voix. Oui, je suis un coopérant très très heureux. Écoutez, merci beaucoup, mon colonel, d'avoir répondu à nos questions. Merci Jean-Raphaël. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, on se retrouve très bientôt pour le mois prochain pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, ça ne sera pas de ce côté de l'Atlantique. On ira, je crois, avec notre coopérant, un des coopérants qui est en place au Maroc. Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur
vos plateformes, à commenter. On y répondra avec grand plaisir. On se retrouve le mois prochain. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt.